Ok, bon. Alors, on en était donc... en fait, on en était donc à la troisième partie du, du mémoire d'Althusser. Bon, alors où est-ce qu'on en était? La question, la question qu'il se posait donc en 47, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce que c'était possible, en fait, que Hegel avait fini avec la bureaucratie prussienne comme étant la réalisation de l'esprit absolu. Enfin, comment est-ce qu'on était fini avec la bureaucratie et la monarchie prussienne dans la philosophie du droit à partir de quelque chose comme la phénoménologie de l'esprit, qui était un texte révolutionnaire, qui avait compris les enjeux révolutionnaires, qui s'était terminé sur pas simplement la Révolution française, mais ce qui a suivi après la Terreur, donc toute une rationalité. Et comment ça se faisait que la phénoménologie de l'esprit aurait pu nous donner la philosophie du droit? C'était ça sa problématique, vraiment. Et donc quand il parle de contenu, qui est dans le titre et qui est le contenu de ce travail, c'est comment est-ce qu'on peut finir avec une monarchie constitutionnelle, héréditaire. Et donc, et comment est-ce que cette même pensée, la pensée hegelienne, aurait pu nous donner de la pensée fasciste, réactionnaire, ou bien la pensée un peu réformiste, existentialiste, et une pensée en fait révolutionnaire. Alors, on était en pleine élaboration de sa réponse. On a vu la critique immanente de la critique d'Althusser, immanente de la pensée de Hegel. Et on l'a vu, on s'était arrêté à l'endroit où il commence à utiliser la critique de Marx, des manuscrits de 1843, pour faire la critique de Hegel dans la philosophie du droit. Et donc c'est là où on en était. Et remarquablement, ce que Althusser nous propose, en effet, c'est une coupure épistémologique dans Hegel. Une coupure ou bien épistémologique ou bien politique chez Hegel lui-même. Alors bien sûr, je me réfère à la thèse la plus fameuse d'Althusser qui arrivera dans les années 1960. La coupure épistémologique chez Marx, qui se passe bien sûr chez Marx en 1845, au moment de l'écriture de l'idéologie allemande, donc les manuscrits de Bruxelles. Et c'est là où bien sûr en 65, et on en parlera en novembre, mais Althusser veut donc abandonner le jeune Marx. Et bien ici en fait, ce que je proposerais, c'est qu'Althusser développe sans le dire. Il ne le dit pas, il ne mentionne pas encore cette notion d'une coupure épistémologique, mais il propose quelque chose entre le Hegel de la phénoménologie de l'esprit, 1807, et le Hegel de la philosophie du droit, 1820. Il veut introduire une coupure pour abandonner le Hegel tardif, en fait, et nous laisser qu'avec le développement historique révolutionnaire de la dialectique, de la phénoménologie de l'esprit. Bon, c'est une coupure, on pourrait dire peut-être historico-théorique ou théorico-politique, comme il parlera d'autres coupures en 1965. Et on l'entend très bien, par exemple, quand il parle
dans ce texte, dans les écrits philosophiques et politiques que vous retrouverez dans son mémoire, il parle, les mots qu'il utilise, c'est les malheureux textes de la philosophie du droit et de la philosophie de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment les malheureux textes. Hein. C'est les textes dont on veut se séparer. Et d'après cette coupure, on peut dire que donc le contenu monarchie constitutionnelle est faux, en fait. Et c'est les mots qu'il utilise. Il utilise le mot faux. Le contenu, il dit, est faux, à partir de cette coupure. Mais comment est-ce que ce contenu peut être faux s'il est produit de la forme de la logique? Alors là, il se tourne à la réponse d'abord de Marx, qui est que la philosophie du droit n'est en fait qu'un travail de la logique, hein, qui n'est pas allé assez loin. Okay? Et vous vous rappelez de ce passage fameux dans les manuscrits de 1843, où Marx écrit, et on a vraiment l'impression que c'est ça, en fait, son intuition sur la philosophie du droit, quand il dit, en fait, on ne fait face seulement vraiment à un aspect de la logique dans ce texte. Que toute cette discussion, en fait, toute cette discussion politique sur la monarchie, etc., c'est de la bêtise. En fait, vraiment, la philosophie du droit, c'est simplement une articulation du raisonnement de la logique de Hegel. Ah non, c'est pas... Slideshow. OK. Je pensais que ça passait derrière moi. OK. All right. Ça marche, vous voyez? Oui? OK. Donc, c'est ce passage fameux dans les manuscrits. Ce n'est pas la philosophie du droit, Marx écrit, mais bien la logique qui constitue le véritable centre d'intérêt ici. Ce qu'il y a de philosophique là-dedans, ce n'est pas la logique de la chose, mais la chose de la logique. Ce n'est pas la logique qui sert à démontrer l'état, c'est l'état qui sert à démontrer la logique. Mais une étape de la logique, pas la fin de la logique. Hein. C'est ça l'idée. Donc Marx, selon Althusser, soutiendrait que Hegel s'est trompé dans ses analyses et en fait s'est arrêté simplement à une étape de la logique. Okay? Il n'est pas allé assez loin. Il s'est perdu dans les abstractions. Il s'est perdu en essayant de réaliser l'actuel, mais il n'est pas allé assez loin. Et donc, Hegel termine lui-même dans la philosophie du droit à un endroit intermédiaire, une étape de la logique, une étape du concept, et non pas à sa résolution. Mais ici, c'est ici où Hegel lui-même, le Hegel de la logique, et non pas et en partie le Hegel de la phénoménologie de l'esprit, mais certainement pas le Hegel de la philosophie du droit, c'est là où le Hegel de la logique est important pour continuer le travail de Marx. Okay? Et donc Althusser se tourne donc vers Hegel pour amplifier le Marx de 1843. Et il écrit, est-ce que je l'ai sur ce truc non. Bon, il écrit, Hegel, c'est pas encore, j'y suis pas encore là, mais Hegel a bien vu un autre point que Marx néglige. Okay? Que Marx néglige. Donc, en fait, ça va être à travers Hegel qu'Althusser va pouvoir surmonter les problèmes que Marx avait découverts, mais pas lui-même surmontés. Et ça, grâce à la nécessité de la logique dialectique. Donc, en bref, là, il y a nécessité de l'erreur de Hegel qui vient du fait que la philosophie du droit
de Hegel s'est arrêté au niveau de l'abstraction, mais comme Althusser écrit, l'abstraction n'est que le lieu de l'aliénation hegelienne. Donc le problème se présente parce que Hegel lui-même s'arrête à une étape de l'aliénation. Althusser écrit, et là c'est un passage un peu sur... Althusser écrit, le philosophe a pensé mais n'a point pensé qu'il pensait. Il n'a pas reconquis en réalité la distance qu'il prenait au regard du monde. Il a exalté la liberté, mais comme le prisonnier chante dans les champs, sous la servitude d'une condition qui n'était pas lui-même. Et quand il l'a pensée et décrite, il a dépeint son propre visage. Nous voilà pris dans un système impitoyable. Nous avons donc un philosophe, Hegel, qui lui-même est aliéné en 1820, dans cette seconde période. Il essaye de se retrouver dans le monde, mais il reste à l'abstraction, qui est cette constitution monarchique prussienne. Par contre, et donc le mouvement de renversement ici, c'est qu'il faut retourner, au vrai Hegel de la logique. Il faut retourner à Hegel pour retrouver quelque chose que Marx lui-même n'avait pas vu, que Marx lui-même néglige. Et donc on retrouve ici une critique des limitations de Marx et du besoin d'un retour à la logique dialectique de Hegel pour sortir Hegel de son embarras. C'est pas Marx qui le sort à cette étape-là. Il reviendra, mais c'est pas Marx, c'est Hegel même. Et c'est là où il parle, Althusser, dans ses mots, la grandeur de Hegel. Bon, il faut se rendre compte que c'est un peu surprenant, n'est-ce pas? C'est surprenant, c'est pas l'Althusser dont on est habitué, qui pendant la majorité de sa vie intellectuelle fera tout pour déplacer Hegel, n'est-ce pas? Tout pour déplacer, que ce soit en utilisant Staline pendant les années 50, en utilisant Mao pendant les 60, enfin, qui faisait tout pour... Et ici, par contre, on est devant la grandeur de Hegel. Alors, et tout le mouvement de la pensée de Hegel, selon Althusser, sur la philosophie, la mort du philosophe, le passage au savant, au savoir absolu, d'une certaine manière, il critique Marx d'être resté philosophe et de ne pas avoir atteint cette autre étape, n'est-ce pas? L'erreur de Marx est de n'être pas un sage, il dit. L'erreur de Marx. Ok. Bon. Ceci nous mène donc à un grand paradoxe qu'on voit particulièrement chez Engels, parce qu'en fait Marx et Engels finissent par garder la dialectique, donc la forme, mais pas le contenu spécifique de la philosophie du droit qu'ils rejettent. Et donc ils acceptent d'une certaine manière, paradoxalement, la séparation de forme et de contenu, selon Althusser, ce qui est paradoxal, n'est-ce pas? Ils pensent vouloir garder la forme simplement et pas retenir le contenu. En fin de compte, on se trouve donc avec un Marx de nouveau qui est dans une situation d'aliénation, en fait. Une situation d'aliénation entre forme et substance. Et c'est ici, je crois, ce n'est donc pas le moindre paradoxe du marxisme, écrit Althusser, qui a fait maintes fois à Hegel le reproche de formalisme, n'est-ce pas, de retenir dans Hegel la validité de la forme et d'y condamner la perversion du contenu. Paradoxe, en fait. Paradoxe parce que ça veut dire qu'en fait, ils ne retiennent que le formalisme de Hegel. Bon.
ce qu'Althusser propose, donc, c'est qu'il faut retourner au Hegel de la phénoménologie de l'esprit et de la logique pour essayer de résoudre ce paradoxe, celui-ci. Et puis finalement, dans ce texte, comme vous le savez, à la fin, de bonne mesure, bien qu'Althusser avait donc repris Hegel pour motiver, résoudre le problème que Marx avait trouvé dans Hegel, il se replie à la fin sur le travail de Marx sur l'aliénation et le travail et la révolution des travailleurs. Et donc, on pourrait dire qu'à la fin, il retourne à Marx et au marxisme, qui est à la fois matérialiste et humaniste, et qui le mène et qui le permet de mener cette dialectique dans une direction révolutionnaire, finalement. Okay. Donc à la fin, il a besoin de Marx pour pousser la logique de Hegel dans la bonne direction, okay. Enfin dans sa bonne direction. Et il conclut l'action révolutionnaire peut concevoir, au moins formellement, l'avènement de la totalité humaine réconciliée avec sa propre structure. Donc, et ces derniers mots, l'avenir est pour nous dans les mouvements secrets du contenu présent. Nous sommes pris dans une totalité encore obscure qu'il nous faut conduire à la lumière. Bon. La fin du mémoire explique le sérieux des enjeux, ce qu'il appelle le problème fondamental de notre temps. Et ce problème fondamental de notre temps, c'est donc que les différentes positions philosophiques ou politiques, à l'époque contemporaine, pour Althusser, sont simplement des fragments de la pensée hegelienne. Toutes les positions dans le contexte contemporain politique ne sont que des petites parcelles, des morceaux de Hegel et non pas la totalité de la pensée hegelienne. Les existentialistes modernes, par exemple, donc Sartre, se sont appropriés, selon Althusser, de la partie négativité subjective, donc de la subjectivité, donc le subjectif seulement, donc la volonté de l'individu. Les marxistes plus déterministes, auxquels ils s'opposent, se sont simplement appropriés le côté objectif, substantiel. Les phénoménologistes reprendraient le côté de l'expérience. Comme il écrit, la pensée contemporaine s'est constituée dans la déchéance de Hegel et se nourrit de lui, de cette déchéance. Idéologiquement parlant, nous sommes donc sous la domination de Hegel qui reprend son bien dans les tentatives modernes. Donc, domination de Hegel, mais fragmentation de Hegel. Il faut, selon Althusser, rassembler tout ça dans une unité qui, pour lui, qui donnerait, à partir de la logique, on aboutirait vers les mouvements ouvriers et l'action révolutionnaire, donc la praxis. Ok. Alors, nous sommes... alors, dernière petite étape avec l'Althusser de 1947, ce serait la recension du Kojève, qui se trouve... c'est le prochain texte dans ce tome 1 c'est l'homme cette nuit. Alors on est vraiment, comme vous le savez, en train de faire non pas la longue marche à travers les institutions, mais plutôt la longue marche à travers tome 1 des écrits d'Althusser. Et le prochain petit texte, c'est une recension donc, du livre de Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, qui a paru en 1947 aussi, ces conférences données à l'École pratique des hautes études, 33-39, que nous allons nous pencher sur Kojève au prochain séminaire
avec une présentation d'un doctorant Guillaume Rouleau qui va introduire donc Kojève. Donc on va mettre une astérix ici pour Kojève, ce sera la prochaine séance. Mais rapidement ici, donc ce sera mardi le 4 novembre. Rapidement ici, tout simplement, il fait une recension du livre. Il est en train de le lire quand il écrit sa maîtrise. Et ce qu'il fait, c'est qu'il place Kojève en fait dans le groupe d'hégéliens, dans le groupe existentialiste, disons, subjectif, des utilisateurs d'Hegel. Hein. Il critique Kojève d'être trop focalisé sur le côté subjectif, sur la dialectique individuelle de l'homme qui se combat, bien sûr, comme vous le savez, enfin, et on en parlera. C'est vraiment la dialectique du maître et de l'esclave, le maître et le serviteur. Il y a beaucoup de débats sur l'utilisation des mots, n'est-ce pas? Maître et esclave. Il y a une grande critique, en fait, que les mots maître et esclave ont été introduits dans la philosophie française à cause de Kojève. Bon, enfin, à cause de la traduction de Hippolyte, mais à cause de la concentration sur cette dialectique dans Kojève, qui nous donnera bien sûr toutes les expositions de cette dialectique plus tard, chez Sartre, de Beauvoir, Fanon, j'y reviendrai dans un instant, mais c'est pas clair que la traduction devrait être maître et esclave, comme vous savez bien. En anglais, on parle plutôt de lord and bondsman. On essaye d'utiliser on utilise aussi master-slave dialectic, bien sûr, parce que tout le monde connaît le master-slave dialectic, mais il y a beaucoup de gens qui argumentent pour quelque chose qui serait plus près de des relations féodales plutôt que des relations de chattel slavery, de propriété esclavagiste. Donc, mais de toute façon, ici, on est en plein maître et esclave, et c'est Kojève qui focalise toute son interprétation sur maître et esclave comme le moyen de comprendre en fait tout le Hegel. Et bien sûr, ça nous centre sur l'aspect plus subjectif, le morceau, la parcelle subjective. On retrouve donc encore dans ce petit texte la séparation, l'aliénation des deux côtés de Hegel, une récurrente erreur de séparer ces deux aspects que lui-même Hegel voulait mettre ensemble avec une nécessité. Comme il dit dans sa petite recension, c'est couper Hegel comme une pomme et renoncer à joindre les morceaux. Bon, et donc il le place dans ce marxisme existentialiste, Kojève, et puis ça fait partie en fait du travail qui est en fait incorporé donc dans son mémoire. Bon, alors une chose qui est particulièrement intéressante pour nous dans ce texte, en ce qui concerne donc les renversements de Hegel, qui est un peu le thème de ce séminaire, les gens qui ont mis Hegel droit, n'est-ce pas, les envers de Hegel, c'est en fait ici Althusser, dans son mémoire du contenu dans la pensée de Hegel, rejette complètement l'idée d'inversion que Marx aurait opéré sur Hegel. Et il y a ce passage à la page 211, oui, ce passage à la page 211 où
où Althusser explique en fait que même l'idée de remettre Hegel sur ses pieds, mais ça c'est vraiment du 1947 pour Althusser, hein, mais l'idée de remettre Hegel sur ses pieds n'a pas de sens. Okay? C'est pas une inversion. C'est pas une question de renverser l'idéalisme et en faire du matérialisme. Maintenant, parce qu'en fait, Hegel, c'est une pensée circulaire. Vous connaissez bien cette manière de penser à toutes les dialectiques dans Hegel, qui sont des petites des mouvements circulaires les uns après les autres, qui donnent un grand mouvement circulaire. Et donc, on ne peut pas mettre une pensée circulaire sur ses pieds. Right? Ça n'a pas de sens. Donc il écrit, dans le marxisme, le statut de cette nécessité est si obscur, c'est pourquoi le marxisme la reprend et la rejette à la fois, comme on le voit dans cette image du renversement de la dialectique, où la réalité marxiste n'accepte qu'une vérité hegelienne remise sur ses pieds. Et donc il ajoute, entre parenthèses, que peut être une circularité remise sur pied. Donc il conteste la notion d'inversion en 1947. C'est pas la bonne manière de penser à la relation entre, du reste, Hegel et Marx. C'est pas simplement de l'idéalisme renversé en matérialisme, c'est plutôt qu'il faut continuer le mouvement dialectique circulaire. Ok? Bien. Il y aura des soubresauts d'Althusser sur ce propos dans les décades qui viendront. Alors, pour terminer avec 47, Althusser, ce qu'il essaye de faire, c'est d'essayer de reprendre Hegel avec la critique de Marx, mais au-delà de cette critique, pour essayer de pousser la philosophie de Hegel dans la continuation de l'histoire qui s'actualise avec Marx par la Révolution. La dialectique hegelienne doit donc continuer, se répéter, continuer dans un mouvement historique qui mène à la Révolution. Ok. 1947. Bon. Alors on va passer maintenant à l'Althusser de 1950, qui est un Althusser tout différent. Mais avant d'aller en 1950, disons un mot sur le M2 de Foucault, qui lui se fait et qui rend son M2, il le soutient en 1949. Ok? Oui. J'ai une question sur ce texte-là de 1947 de Althusser. Ouais. Est-ce que tu considères que la révolution de Marx, ce serait l'aboutissement de la dialectique de Hegel? Parce que j'ai l'impression que c'est précisément très anti-Hegel d'imaginer un aboutissement de cette dialectique. Il a une interprétation plus tard qu'en fait il y a une fin d'histoire chez Hegel. On le voit. Il y a une mention de ça. J'essaierai de retrouver ça. Donc il y a des moments où il prête à Hegel une idée de la fin de l'histoire, et c'est en fait, je dirais que c'est pour ça qu'il se tourne à Marx à la fin, pour continuer la dialectique dans une direction révolutionnaire. Ok? All right. Bon. J'y reviendrai en 1950. Parce que là, je voulais juste dire un mot sur 1949, ok? Donc, alors le mémoire de maîtrise de Foucault
qui a été publié récemment, là, comme vous savez, l'année dernière, en 2024, la constitution d'un transcendantal historique dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Alors, qu'il écrit sous la direction d'Hippolyte, Hippolyte qui sera la cible d'une attaque virulente d'Althusser l'année d'après. Je dirais que ce qui est le plus intéressant dans ce mémoire de maîtrise de Michel Foucault, ce n'est pas tant son interprétation particulière de Hegel à l'époque, mais plutôt la place que Hegel occupe dans sa relation avec Marx et dans l'évolution de la pensée au cours des 10 ou 20 années suivantes. La manière dont il va intégrer Hegel dans son propre système de pensée. Alors, dans ce mémoire, Foucault tente de réinsérer Hegel dans un cadre kantien de Kant. Et c'est pour ça qu'il reprend l'idéalisme transcendantal et les catégories a priori, mais je dirais que tout cet effort de réinsérer Hegel dans un cadre plus kantien n'est pas très fidèle, je dirais, à l'effort de Hegel qui était de formuler une approche différente, un nouveau départ qui éviterait le piège kantien, c'est-à-dire l'idéalisme transcendantal. D'une certaine manière, il y a des moments où il me semble que Foucault ne prend pas Hegel entièrement au sérieux. Il n'accepte pas le projet de Hegel. Et au lieu de cela, il mène plutôt une explication de texte plus classique qui fonctionne constamment sous la forme traditionnelle, passant d'Emmanuel Kant à Fichte, puis à Hegel, en 3 étapes. Comme vous savez, Hegel n'a jamais utilisé le terme transcendantal dans la phénoménologie de l'esprit et n'aimait pas ce terme. Il qualifiait ce terme de barbare. Je suis d'accord, je pense. Et il y a une raison à cela, et cette raison est que toute sa philosophie de Hegel visait à remplacer le cadre de l'idéalisme transcendantal et à nous permettre de passer d'une forme de compréhension et de conscience à une autre, non pas sans conflit, mais non pas sans une lutte, mais sans un a priori, je dirais. La tâche d'Hegel consistait à vraiment rencontrer le monde tel que nous le connaissions, à acquérir une compréhension par les essais et les erreurs, par toutes les étapes de la conscience qu'il décrit en termes dialectiques. Bon, donc je laisserai la majeure partie du mémoire de côté pour dire que ce qui est intéressant ici, il me semble, c'est quand Marx apparaît. Et c'est le traitement et sa critique de Foucault de la lecture de Marx, la critique de Marx de Hegel, qui se fait dans le dernier chapitre du mémoire, 4e chapitre de la 3e partie, chapitre sur la subjectivité et le réel. Et là, Foucault s'attaque à la critique de Marx, en fait. Vous trouverez ça à la page 186, si ça vous intéresse. Foucault effectivement défend Hegel contre la critique de Marx de 1844. Donc lui, il utilise plutôt les manuscrits de 44 pour
donc qui sont sur l'aliénation et la phénoménologie de l'esprit plutôt que sur la philosophie du droit comme en 1943. Alors, pour résumer, sur Marx critique l'idée de Hegel d'un esprit absolu. Marx en fait fait une critique du fait que Hegel est trop subjectif. Il le rapproche en fin de compte de vouloir conduire la philosophie vers un espace idéaliste et subjectif. Il critique la manière dont la réalisation de la liberté et le mouvement chez Hegel conduisent à cet espace idéaliste, à des connaissances. Comme Foucault écrit, Marx accuserait Hegel d'être cette âme courageuse qui pensait qu'on ne se noierait plus si l'on cessait de penser au poids. Okay? Vous connaissez bien cette idée. Hein? On ne se noierait pas si on ne pensait pas à son poids. Je crois que Marx en fait dirigeait ça contre les autres jeunes hegéliens aussi. Bon, ça n'a pas d'importance. Selon Foucault, Marx considère Hegel comme un pur subjectiviste et donc incapable de contribuer à notre compréhension de l'aliénation. Et Foucault s'appuie principalement sur les écrits de 1844. À cette critique, Foucault répond que Marx n'a pas fait les distinctions entre les écrits de Hegel sur l'esprit absolu dans la phénoménologie de l'esprit et ses écrits sur l'idée à la fin de la science de la logique. En substance, il accuse Marx de se faciliter la tâche en se concentrant uniquement sur la phénoménologie de l'esprit et non sur la science de la logique. Et selon l'interprétation de Foucault, à la fin de la science de la logique, Hegel traite l'idée absolue dans un contexte à la fois subjectif et objectif, et c'est là que Hegel discute du passage de l'idée pure à la nature, et Foucault écrit que Hegel, il écrit, répond ainsi très exactement au problème qui nous est posé par la critique marxiste. Donc il avait, Hegel, effectivement anticipé la critique de Marx. Foucault écrit « Une fois que la subjectivité de la pensée a atteint son fondement dans un concept qui sait que le monde est lui-même, y a-t-il place encore pour une subjectivité seule ?» Et sa réponse, c'est en fait qu'il existe une unité entre l'objectif et le subjectif dans la connaissance absolue pour Hegel. Donc, il conclut sur Marx dans ce texte en disant que Marx a fait erreur. Il utilise le terme erreur, erroné. Il écrit... oui, donc ce passage-là, le point auquel nous étions arrivés en suivant la phénoménologie n'était donc pas celui de l'extrême subjectivisme. Le savoir n'était pas la connaissance d'un sujet qui n'aurait d'autre objet que lui-même, confronté avec l'idée absolue telle qu'elle apparaît à la fin de la logique, ce savoir dans lequel nous avons vu que s'exprime le sujet transcendantal. Ce savoir est l'unité du subjectif et de l'objectif. Le postulat sur lequel se fondent ces objections de Marx et les contradictions qu'elle faisait naître dans la philosophie hegelienne sont donc erronées. Ok ? Donc, la stratégie de Foucault dans ce mémoire consiste vraiment à défendre Hegel contre Marx, dans le cadre d'un projet plus large, je dirais, qui vise à ramener Hegel à Kant. Et l'argument ultime que Foucault fait valoir, ça sera une conclusion, donc comme jeune étudiant, une conclusion qui n'est pas très politique, disons. La conclusion où il termine, en fait, c'est cette idée que l'enseignement qu'il a tiré, lui, de la phénoménologie de l'esprit
et donc que la philosophie doit conserver son autonomie en dépend de toutes les phénoménologies possibles. Bon, donc, important pour nous de réaliser que Foucault commence son trajet intellectuel avec un mémoire sur Hegel, qu'il utilise en fait pour démontrer l'erreur de Marx en 1949, et que ce qu'on verra en fait, donc on retrouve un Foucault jeune hegelien, pas entièrement sûr que ce soit un jeune hegelien de gauche, un jeune hegelien kantien peut-être, en 1949, qui va lui aussi complètement basculer. Ok ? Alors, juste pour qu'on se rappelle en fait, il va basculer d'abord vers un marxisme, ok, et donc il adhère au Parti communiste 1950, mais plus que ça, il écrit son premier livre d'un point de vue marxiste. Alors son premier livre, c'est donc Maladie mentale et personnalité, qui est publié en 1954 et dont les 2 derniers chapitres sont entièrement marxistes. L'aliénation est le résultat, il nous dit, donc maladie mentale, aliénation est le résultat de l'aliénation sociale. C'est l'aliénation, c'est le capitalisme qui produit l'aliénation, il nous dira dans les 2 derniers chapitres de son premier livre. Alors, ce premier livre, il a été balayé de l'histoire philosophique. Il ne voulait pas le reproduire. Les éditions, je crois que c'était au PUF qu'ils l'avaient publié. Ils veulent le rééditer en 1962. Et en 1962, il essaye de résister à la réédition, mais finalement, il ne peut pas, donc il remplace les 2 derniers chapitres, il coupe le Marx, le jette, et fait un sommaire de l'histoire de la folie. Okay, ça s'est publié sous le nom de Maladie mentale et psychologie en 1962. Ce texte-là, il continue à exister, je veux dire, mais il ne fait vraiment pas partie du corpus des œuvres de Foucault. Il ne sera pas ni la première version marxiste, ni la seconde version révisée ne fera partie, par exemple, des éditions de la Pléiade des œuvres de Foucault. Okay, donc on commence toujours Foucault, enfin les œuvres de Foucault avec l'histoire de la folie, 1960. Mais en fait, il y avait ce petit livre, 1954, qui était entièrement marxiste. Bon, donc il y aura des soubresauts et il y aura d'abord ce retour à Marx, mais ensuite une élimination de Marx et un dialogue en perpétuité avec Marx et avec le marxisme, une pensée, je dirais, en 1973 qui est très marxisante. Et Marx a un rôle important dans Surveiller et punir en 1975, très important. Bon,
Mais disons que pendant cette période, il est en train aussi de lire, il est en train de lire le Nietzsche et de donner des cours sur Nietzsche. Il y a l'édition de ses cours sur Nietzsche, mais il est aussi en train d'attaquer le rôle de Hegel dans la pensée philosophique, parce que en fait ce qui se passe, c'est qu'il va attribuer à Hegel le rôle de celui qui a tourné la philosophie dans une direction anthropologique. Ok ? Ce qui va faire que, c'est ce qu'il appelle un peu l'anthropologisation de la philosophie, c'est la question anthropologique en philosophie. On a publié donc son manuscrit de 1954-55 sur la question anthropologique. Et donc il va développer toute une théorie sur l'histoire de la philosophie qui donne un rôle central mais néfaste à Hegel comme étant celui qui nous a détournés vers l'humain, enfin l'homme. C'est toujours l'homme, vous comprenez, c'est l'humain, quoi. Donc, de défenseur de Hegel en 1949, il deviendra l'un des principaux détracteurs de Hegel pour avoir poussé la philosophie dans une trajectoire humaniste excessive, donc subjectiviste. Ce qui est aussi assez paradoxal, puisqu'en fait c'était la critique de Marx contre Hegel qu'il avait refutée, dans son mémoire en 1949. All right. De toute façon, c'est Hegel qui a contribué à faire de l'homme la mesure de toute vérité. Okay? Et Foucault se tournera plutôt vers Nietzsche et les thèses de la mort de Dieu et de la mort de l'homme pour sortir de ce guêpier humaniste. Et bien sûr, dans ce sens, Foucault participe à tout un mouvement philosophique anti-humaniste qui commence à l'époque, qui est une révolte contre, pour lui, Foucault, c'est vraiment une révolte contre ses aînés, particulièrement Jean-Paul Sartre, qui affirmait que tout son projet existentialiste était une forme d'humanisme. Mais donc pour comprendre le chemin qui a conduit Foucault à cet anti-humanisme, on devrait aller au-delà de son mémoire de maîtrise et nous pencher sur les manuscrits qu'il a rédigés au début des années 1950, donc la question anthropologique, 54-55, et puis aussi jusqu'au discours philosophique, aussi un autre manuscrit inédit qui a été publié, qui datait de 1966, qui aussi fait ce trajet, qui donne cette histoire avec le rôle de Hegel comme moment où la philosophie devient humaniste. Et bien sûr tout ça c'est important aujourd'hui à cause de l'anti-humanisme ou le post-humain qui est un courant tellement important de la pensée. Mais aujourd'hui, on veut se tourner au texte de 1950, le retour de Hegel. Donc le texte d'Althusser. Article publié en novembre 1950 dans la revue qui était la Nouvelle Critique, qui était une revue communiste du jeune Althusser, qui a maintenant 32 ans, et qui, dans ce texte, pour la première fois donc, de ses écrits, va se distancier violemment de Hegel. Alors, et il faut que je vous admette que c'est vraiment un de mes articles fétiches.
J'adore ce texte. J'espère que vous l'avez tous lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, courez. Courez. C'est fascinant. Fascinant. Alors l'article vise Jean Hippolyte et les philosophes universitaires qui ont donné donc renaissance à la pensée de Hegel. Le travail est publié sous le titre « Le retour à Hegel, dernier mot du révisionnisme universitaire », comme les éditeurs nous l'indiquent. Sur la version dactylographiée originelle, le titre est « Hegel, Marx et Hippolyte » ou le dernier mot du révisionnisme universitaire. Alors bien que Hippolyte ne soit plus dans le titre de l'article publié, il apparaît quand même en première, en exergue, dans l'article même, et donc je dirais qu'il demeure la cible principale, peut-être aussi avec Raymond Aron, mais disons Hippolyte. Et c'est le petit passage au début, cet exergue, passage qui sera repris par Hippolyte dans ses études sur Marx et Hegel, où il finit par dire « Des révisions peuvent s'imposer aujourd'hui auxquelles Marx n'avait point songé. » Des révisions. Alors, pourquoi est-ce que Althusser s'attaque d'une manière tellement acharnée à Jean Hippolyte, donc professeur de philosophie, celui qui avait traduit la philosophie de l'esprit. Du reste, Guillaume Rouleau nous en parlera un peu à la séance prochaine. Donc, c'est lui qui avait traduit la phénoménologie de l'esprit, comme vous le savez très bien, les 2 tomes à partir de 1939. C'était lui en partie qui avait réintroduit Hegel au centre de la philosophie française. Il venait, en 1948, il venait de publier son livre, son grand livre qui est plutôt une longue explication de texte de la phénoménologie qui s'appelle Genèse et structure de la phénoménologie, donc 1948. Donc c'est l'un des philosophes français à l'époque qui travaille sur Hegel. Bien sûr, il n'est pas le seul. Il y a aussi Jean Wahl, il y a aussi Alexandre Kojève, qui a une importance magistrale, et d'autres, enfin. Et bien sûr, Althusser reconnaît tout ce monde, mais il cible Hippolyte parce qu'Hippolyte il écrit, parce que c'est la consécration d'Hippolyte à la Sorbonne. Okay. Et voici maintenant la consécration, il écrit « Hippolyte en Sorbonne », donc Hippolyte devient professeur en Sorbonne, Hegel reconnu dans son commentateur comme un maître de la pensée bourgeoise. Alors, il faudrait ajouter, bien sûr, qu'Althusser, lui aussi, est consacré à cette époque. Enfin, il y a une consécration aussi d'Althusser à l'école normale supérieure, parce qu'il devient répétiteur de philosophie, donc il devient caïman, dès la fin de ses études en 1948, même époque où il rejoint le Parti communiste. On pourrait donc aussi parler de la consécration d'Althusser à l'ENS, même moment qu'il y a consécration d'Hippolyte à la Sorbonne. Et pour ajouter à ce combat de reconnaissance, peut-être c'est un combat de maître et de serviteur qui est en train de se jouer ici, on y reviendra. Hippolyte sera nommé 4 ans plus tard, en 1954, comme directeur de l'ENS. Okay. Donc, effectivement, le patron de Louis Althusser. Bon. Alors, dans les 2 titres, ce qui reste identique, c'est le concept de révisionnisme universitaire. Je vais y revenir, mais c'est là où termine l'essai, en fait. L'un des points les plus importants, c'est que ce révisionnisme universitaire est tout un effort de la philosophie française bourgeoise, avec ce révisionnisme de Marx, en fait, avec un retour à Hegel, est un effort de réviser notre lecture de Marx
pour démontrer son erreur. Et comme il dit, pour démontrer ou pour faire que les communistes ont tort, et donc que le gouvernement français a raison de continuer avec une politique violente contre les classes populaires. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce texte? Alors, la question que se pose Althusser maintenant dans cet article, et ce qui motive l'article, c'est pourquoi la philosophie française, qui avait été très hostile à Hegel jusqu'à la fin du XIXe siècle, tout d'un coup, l'adopte et se tourne vers lui au début du XXe siècle. Comme il écrit, comment comprendre ce revirement? Okay? Alors, l'argument que développe Althusser, c'est que Hegel servait à la féodalité prussienne au XIXe siècle à réprimer et écraser la classe bourgeoise qui se soulevait au XIXe siècle en Allemagne. De la même manière, les écrits de Hegel, particulièrement sur l'État, servent à la bourgeoisie montante en 1950 à écraser et réprimer la classe ouvrière, qui elle aussi est montante. Enfin non, la classe bourgeoise elle est dominante, c'est la classe ouvrière qui est montante. Donc, de la même manière que la classe dominante prussienne, féodale, dans un système ancien régime encore, réprimait la classe bourgeoise qui était montante, eh bien la classe bourgeoise en France en 1950 essaie de réprimer et d'écraser la classe ouvrière qui elle aussi est montante. C'est le même pari, la même ambition, comme il dit, de mettre la classe montante en servitude. Okay? Et donc, dans ce texte, ils attaquent bien sûr Hippolyte, mais aussi Raymond Aron, en l'accusant en effet d'agir comme Mussolini et les fascistes à travers l'Europe, d'utiliser la pensée hegelienne pour asservir la classe ouvrière. C'est très brutal, très violent comme texte. Il est en train de parler du fascisme et de l'autoritarisme prussien. Et en fait, il met à équivaut sur les mêmes pieds des philosophes et des penseurs français comme Aron, Hippolyte. Il les traite d'une opération fasciste qu'il attaque. Alors, une violence remarquable parce qu'en fait, Althusser propose que toute l'opération de la philosophie bourgeoise vise à la violence et à la guerre contre les classes populaires. Qu'elle est en effet le tournant vers une vision conflictuelle de la société pour justifier la guerre et la violence. Comme il écrit, fini la belle époque libérale, fini la bonne époque libérale où l'histoire devait conclure l'accord de l'activité de la loi. Avec la crise générale de l'impérialisme, la bourgeoisie est entrée dans un monde tragique, dans la détresse réelle de l'organisme, dont la guerre est l'expression. Okay? Et alors, en plus de ça, donc en plus de cette utilisation instrumentale de Hegel pour motiver la guerre et la violence contre les classes populaires, l'autre objectif aussi donc, est d'amoindrir et réviser Marx d'une telle façon qu'il soit démontré en erreur. C'est tout un effort de réinterpréter Marx pour prouver que le communisme a tort. Voilà, comme il dit, de quoi être Marx, que doit être Marx pour que les communistes aient tort. Donc de le portrait, par exemple, Marx, comme un utopiste qui s'est trompé en voulant réaliser une idée du communisme,
Donc, comme il écrit, il reste que Marx est un utopiste qui a voulu réaliser l'impossible idée du communisme et à cette fin s'est servi comme d'un instrument du prolétariat. Donc c'est ça la critique, n'est-ce pas, de Marx, qui était utopiste en fait, qui a instrumentalisé le prolétaire et donc que les travailleurs ont été trompés. Et donc toute l'opération de ce retour à Hegel n'est pas simplement le descriptif, dans le sens de décrire la manière dont la violence et la guerre se retrouvent au centre du discours politique, mais aussi tout l'effort de révision normative de Marx afin de justifier l'erreur du communisme. Il écrit « Nous voyons aujourd'hui que la cause bourgeoise de Hegel n'est que la mise en cause de Marx. » Et il finit par ce passage... zut. Excusez-moi. Il finit par ce passage... Excusez-moi. Il finit par ce passage... Oui, voilà, celui-là. Là. Right? Ouais. Un révisionnisme de caractère fasciste. Bon, alors, il y a plusieurs éléments ici qui sont particulièrement intéressants, je pense. La première, c'est qu'en fait, ce texte, et c'est ça, quand vous allez y retourner, dites-moi ce que vous pensez, mais ce texte, il me semble, a une vraie texture hegelienne. Okay? Et c'est paradoxal quand même, parce que c'est le rejet complet de Hegel. Et pourtant, quand je lis ce texte, j'ai vraiment l'impression un sens de l'histoire hegelien. La manière dont Althusser raconte l'esprit philosophique qui se transforme à travers le temps, la formation d'une conscience philosophique bourgeoise, la manière dont l'histoire se fait à travers les idées, la manière dont il y a une bataille qui se joue à travers les interprétations philosophiques, les renversements philosophiques, il me semble que ça a un caractère hegelien. On retrouve dans ce texte un combat politique qui est en train de se mener à travers des idées. Le texte s'ouvre avec un extraordinaire récit de l'histoire de la philosophie française, dite bourgeoise, qui démontre en fait que le discours philosophique universitaire est la réflexion d'une histoire universelle, je dirais. Alors, il y a des fois les gens appellent ça une généalogie. Je ne pense pas du tout que c'est une généalogie qu'il est en train de faire, Althusser, avec son histoire. C'est plutôt une histoire un peu à la fois idéaliste et matérialiste. Certainement matérialiste parce qu'Althusser démontre que l'histoire de la philosophie française bourgeoise est superstructurelle, elle suit les enjeux de la base, de l'infrastructure économico-politique. Mais en même temps, c'est toute une phénoménologie de l'esprit philosophique française. Et donc, on retrouve toutes les différentes étapes où la philosophie devient consciente de soi. Donc le discours philosophique devient conscient de soi et doit faire des choses pour continuer, pour survivre. Il écrit par exemple ce libéralisme triomphant ne dura pas longtemps dans sa forme primitive. Pour se survivre, il dut restreindre ses prétentions et se déguiser. Donc il y a toute cette idée en fait que c'est comme la philosophie a une conscience de soi, elle doit se déguiser elle doit restreindre ses prétentions pour
survivre, se transformer, etc. Donc il y a vraiment un aspect hegelien. Bien sûr, il y a un élément très matériel là-dedans aussi. C'est tout le côté dialectique historique du fait que la pensée représente, on l'entend, une superstructure. Il écrit par exemple au XVIIIe siècle, la philosophie libérale n'était donc que la traduction idéale des lois réelles, libérales, du capitalisme naissant. Oui. Donc ça, c'est presque un passage, c'est presque une paraphrase de ce passage fameux dans l'idéologie allemande ou de la notion d'idéologie dans la préface à la contribution à la critique de l'économie politique en 1859, n'est-ce pas? Donc, l'idéal de loi réelle du capitalisme, c'est clair que c'est un certain idéalisme qui suit le capitalisme. Bon. Et puis on entend aussi du côté matériel que cette histoire suit les intérêts matériaux des personnages philosophiques. Il propose en fait que les philosophes sont devenus des petits bourgeois qui aspiraient à devenir bourgeois et que les bourgeois les ont mis dans les facultés comme serviteurs de la haute bourgeoisie. Attention, c'est nous là, hein? C'est nous là dont il parle, hein? Il écrit: incapable de se justifier parce ce qu'elle était vraiment, la bourgeoisie, elle fit chanter ses louanges par ses soupirants, et pour qu'ils chantassent mieux, les logea dans ses facultés. Hein? L'histoire de ce libéralisme n'est que celle de l'opération par laquelle la bourgeoisie put faire de ses victimes ses propres justificateurs. Okay. C'est nous qui chantassent mieux et qui sont logés dans les facultés, n'est-ce pas? Attention. Donc oui, des intérêts matériels jouent d'une manière vraiment précise. Là-dedans, il y a l'aspect des intérêts matériaux, il y a l'aspect d'une histoire dialectique ou historical dialectic, pour ne pas dire ou bien une histoire matérialiste, oui, on pourrait dire. Et en même temps, on retrouve cet aspect hegelien d'une conscience de la philosophie. Voilà. Donc, alors, l'analyse historique elle-même, c'est une analyse en 4 étapes très intéressantes, qui commence au XVIIIe siècle, juste pour reprendre un peu le contenu. Hein, tout commence au XVIIIe siècle avec des philosophes français qui étaient plutôt utopistes, un peu critiques, qui étaient donc précurseurs de la Révolution française. C'était une philosophie libérale qui était bien reçue par la bourgeoisie dans l'Ancien Régime, n'est-ce pas, qui voit bien qu'elle pourrait lui servir contre le régime, contre la monarchie. Et donc la bourgeoisie montante qui deviendra révolutionnaire se nourrit d'abord de cette philosophie libérale française. Mais après la Révolution,
une transformation rapide se joue dans les relations entre bourgeoisie montante et les philosophes, ce qui mène à un nouveau centre d'intérêt économique et une transformation vers des questions philosophiques économiques. Alors la philosophie se transforme dans un deuxième moment à une nouvelle philosophie libérale de l'économie qui se représente sur la base de penseurs comme Adam Smith, Jean-Baptiste Say, les utilitaristes anglais, etc. Dans cette deuxième période, la philosophie libérale devient économique, positive. Il écrit « Les économistes devinrent alors les philosophes de la bourgeoisie ». Okay. Cette deuxième période est suivie ensuite par un tournant vers un retour à Emmanuel Kant. Althusser propose que la philosophie libérale devait se cacher face au début des conflits sociaux. Donc la société devient plus conflictuelle et maintenant la philosophie libérale a besoin de se cacher un peu, de se protéger. C'est un moment où l'ordre bourgeois est en train de s'endurcir. La philosophie libérale se réfugie dans Kant et son cosmopolitanisme, ces idées de paix perpétuelle, qui sont une réaction à la montée de conflits en société. Finalement, et c'est la quatrième et dernière étape, au début du XXe siècle, tout change historiquement et politiquement avec le développement de l'économie de monopole, avec la révolution russe, avec les guerres impérialistes, avec l'avènement du fascisme. Et ce qu'Althusser propose, c'est qu'à cette époque-là, en fait, la société bourgeoise doit renoncer au libéralisme pour se tourner vers une philosophie du conflit, de la contradiction, des relations de maître et esclave, qui est donc la philosophie de Hegel. Le passage au quatrième moment, qui est ce retour j'essaie de trouver le bon slide. Attendez. Voilà. Ok. En gros, oui. Alors, le retour à Hegel, c'est la recherche pour une philosophie du conflit. Ok. Pour faire la guerre. Hein. En gros, il écrit, on peut dire que les philosophes bourgeois ont changé de maître quand leur monde eut changé de forme et qu'ils sont passés de Kant à Hegel quand le capitalisme eut passé du libéralisme à l'impérialisme. Okay. Donc, ce qu'il essaie de démontrer, c'est que j'ajoute ça, mais c'est en fait que le cosmopolitanisme de Kant ne servirait plus à une bourgeoisie qui avait besoin, dans ses mots, de soldats, de policiers, de fonctionnaires, de magistrats aux ordres, pour, dans ses mots, dompter la classe ouvrière. Donc la bourgeoisie se nourrit de toute une philosophie de la contradiction, du conflit, de l'expérience, de l'action et du sang, donc de celui de Hegel. C'est un virement qu'il dit à l'échelle européenne, c'est pas seulement la France, on retrouve ça en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Hollande. Donc il y a une internationale. Retour à Hegel. Et c'est dans ce sens-là vraiment que j'ai cette impression que c'est une histoire universelle. Et c'est là vraiment l'élément, je dirais, paradoxalement hegelienne. Donc une histoire un peu hegelienne marxiste contre l'hegelianisme. Okay ? Paradoxe. Alors deuxième point. Ce qui est clair, c'est que dans ce texte, il y a une priorité politique. Politique au-dessus de plus importante que philosophique. Le politique ici est plus important que le contenu véritable de Hegel. Alors, Althusser
reconnaît encore dans ce texte la possibilité d'utiliser Hegel d'une manière révolutionnaire. Il n'a pas vraiment changé d'avis en ce qui concerne sa lecture de Hegel. En ce qui concerne le contenu, n'est-ce pas? Et il y a des passages dans ce texte où il est clair qu'Althusser croit encore que l'interprétation véritable de Hegel pourrait servir un but révolutionnaire. Par exemple, il y a un paragraphe originel dans la version dactylographiée qui apparaît pas là, mais c'est dans la première note, les éditeurs ont mis là. Althusser écrit « Les penseurs bourgeois doivent falsifier la véritable signification historique de Hegel pour l'utiliser à leur propre fin. » Donc, il est en train de donner le sommaire de ce qu'il va argumenter, et il utilise le mot de falsification. C'est intéressant, ça. Mot qu'il utilise dans la phrase suivante. Falsification de la vérité de la signification historique de Hegel. Donc, il y a une autre interprétation de Hegel qui représente la vérité et qui ne se plierait pas à cette utilisation, à cette instrumentalisation par les antimarxistes, n'est-ce pas? Et il y a d'autres passages aussi dans le texte où il est clair qu'Althusser retient l'idée de sa maîtrise, que Hegel est un penseur révolutionnaire qui pourrait être utile au marxisme. On entend les deux valants. Alors, et je pense que, point de vue contenu, c'est pas clair qu'il ne renie pas cette idée. Il ne renie pas cette idée qui pourrait encore servir. D'autre part, il y a aussi des passages où il est clair que nous avons simplement dépassé cette possibilité. Okay? C'est fini. On va plus même essayer de faire cette utilisation de Hegel. Et le premier paragraphe, encore une fois non publié, qui fait un sommaire, il écrit que le problème de Hegel est pour la classe ouvrière résolu depuis longtemps. Ok? En d'autres mots, allez, c'est fini. On ne va pas retourner à Hegel, on ne va pas faire cet effort qu'on pourrait faire, en fait, qui serait peut-être la véritable. Mais on ne va pas le faire. C'est résolu depuis longtemps. Et du reste, ça devient l'exergue, citant cet article de Janov, d'André Janov, de 1947. Il prend la phrase « Il y a longtemps que la question de Hegel est résolue », okay? Et donc il utilise Janov comme exergue pour dire « C'est fini, on ne va pas retourner sur ces questions, bien que peut-être véritablement ils ont raison ». Et donc, il utilise ce passage. C'est un article très controversé, qui deviendrait très controversé, parce que c'est un article très doctrinaire de Janov, où il est en train déjà de donner la ligne officielle soviétique qu'on va se séparer de Hegel, okay, pour aller vers une interprétation stalinienne de la dialectique matérialiste. Donc on veut remplacer Hegel par Staline, en fait. Mais je dirais que à travers ce texte, il reconnaît encore cette contradiction entre la dialectique révolutionnaire et le contenu réactionnaire des écrits de Hegel. Il écrit, par exemple, à la page 246, il écrit « Le contenu du système et la dialectique bénédiction pourraient servir l'état réactionnaire féodal. La méthode critique et révolutionnaire pouvait aider à engendrer une théorie scientifique de l'histoire. » Donc il y a toujours ces deux valents.
Et on dirait d'une certaine manière que quand il fait la critique du deuxième Valan, qui est le côté révolutionnaire, c'est vraiment, il est en train de se faire une autocritique de l'Althusser de 1947. On l'entend, on dirait qu'il parle de lui-même. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qu'on trouve ici, c'est donc que la politique, d'une certaine manière, est plus importante que le contenu véritable. On pourrait continuer à faire ce qu'il avait fait en 1947, mais c'est pas le moment. Bon, troisième idée, c'est que ce que je trouve fascinant avec ce texte, c'est que il prend comme cible ses propres collègues. Alors, il avait adhéré au Parti communiste en novembre 1948, donc un an, un peu plus qu'un an avant. Il se lance dans la lutte des classes et là, il se lance contre la classe universitaire bourgeoise. Bien, disons qu'il se lance dans une lutte politique dans son contexte étroit de l'université, contre ses propres collègues. Et ça, je trouve que c'est important et aussi intéressant. Un intellectuel comme Althusser, qui se lance dans une lutte politique, qui adhère au Parti communiste, pourrait passer son temps à viser la géopolitique, le monde politique plus large, n'est-ce pas ? Il pourrait prendre comme sa cible principale des questions politiques comme la guerre d'Indochine qui est en train de se passer à ce moment-là. La France est en pleine guerre. Il y a la guerre froide qui est en plein. Mais l'article qu'il publie ne vise pas le monde politique autant que le monde universitaire. C'est une intervention dans son milieu intellectuel. Il mène la lutte au sein des idées, de la philosophie, donc au sein de l'idéalisme universitaire, plutôt qu'au sein vraiment de la politique et plus matérielle. Et c'est un choix que je trouve intéressant. Je pense qu'il passera sa vie entière, en fait, à essayer de donner un fondement philosophique au marxisme. Et il l'avait déjà commencé avec son mémoire. C'était de donner un fondement philosophique au marxisme, parce que le marxisme avait besoin de Hegel pour continuer et sortir et aller vers, en fait, la révolution, n'est-ce pas ? Là, il est en train de créer un vide par cette attaque à Hegel. Mais ensuite, il passera son temps à essayer de retrouver un fondement au marxisme avec cette idée, en fait, que le marxisme manque. Il y a un manque philosophique dans le marxisme. C'est pour ça qu'il se tournera d'abord d'une manière vraiment acharnée sur les écrits de Staline, qu'il étudiera jusqu'en 1956, et sur lesquels fondements il essaiera de réarticuler un marxisme philosophique. Après ça, une fois qu'on ne pouvait plus être stalinien du tout, après 1956 en fait, il essaiera de trouver d'autres fondements. Il se tournera principalement chez Mao et Lénine, et il utilisera ce texte de Mao sur les contradictions
comme base pour essayer de donner un fondement plus philosophique. Il finira après, donc, pour Marx, par revenir sur tout ça dans une forme d'autocritique, où il reviendra à Lénine, et à travers Lénine, comme on verra vendredi 7 novembre, à travers Lénine, il retournera à Hegel, en fait. Et tout ça pour essayer de donner un fondement. Mais c'est quelque chose à noter. Cette décision d'attaquer ses collègues et d'attaquer le monde universitaire, c'est un choix intéressant. Bon, quatrième point, je dirais, c'est cette dialectique de la reconnaissance. On retrouve un changement de ton important, bien sûr, vers la personnalité intellectuelle de Hegel dans ce texte. Un revirement radical, un peu brutal, sur celui dans le mémoire qui était encore ce grand penseur, n'est-ce pas? On ressentait dans le mémoire une amitié profonde, une admiration, un respect, un vrai attachement émotionnel, je dirais un attachement spirituel à tous les écrits, au trajet de Hegel, particulièrement au jeune Hegel, chrétien, à l'esprit du christianisme et le destin. Et donc, c'était presque comme si il se voyait un peu dans Hegel, dans cet effort, et l'effort qu'il avait fait, par exemple, dans son premier texte, en 1946, de réconcilier le christianisme, son christianisme, et l'hégélianisme et son communisme. Alors tout ça, c'est brisé dans ces textes. Le personnage de Hegel est culpabilisé. Aucune admiration, c'est une diatribe assez violente. Et ça fait penser à cette dialectique du maître et de l'esclave quand même. C'est presque comme si on retrouve tout d'un coup Althusser pris dans une lutte de vie et de mort, lutte de reconnaissance contre le maître qui était Hegel. Et il est dur de ne pas ressentir Althusser lui-même se faisant une autocritique un peu embarrassée du fait que même lui, dans sa jeunesse, il y a seulement 3 ans, avait fait la même opération, n'est-ce pas? La même opération fasciste. L'opération de Jean Val, de Hippolyte, des Allemands aussi, Dilthey, Glockner, l'opération de retourner au jeune Hegel et aux œuvres de jeunesse sur le christianisme pour y trouver toutes sortes de choses, des intuitions religieuses, des philosophiques. On dirait presque qu'il se flagelle lui-même quand il écrit « Si jamais la jeunesse servit à quelque chose, ce fut dans cette géniale opération, ce fut l'âge d'or des œuvres de jeunesse hegéliennes. On les publia, on les décortiqua. Elles étaient obscures, on les dit irrationnelles. Elles parlaient de religion, on décida qu'elles étaient religieuses, etc. » Il est trop clair désormais que cette exégèse n'est qu'une opération, n'est-ce pas? La violence, la colère qu'on entend là, c'est presque comme s'il est en train de se parler à lui-même, n'est-ce pas? Et donc, aussi l'attaque à Hippolyte, c'est dur de ne pas penser à travers, Quément et président, entre répétiteur et professeur à la Sorbonne. Donc, on retrouve tout cette dialectique. Et ces deux éléments, je dirais, l'aspect hégélien de cette histoire, ou cette phénoménologie de la conscience philosophique française, et d'autre part le combat de reconnaissance qu'Althusser
engendre contre Hegel, je crois que ça signale que ce ne sera pas la dernière étape à la réflexion d'Althusser sur Hegel. Non, on ressent qu'on est ici devant l'inévitabilité de la centralité de la place de Hegel dans la pensée d'Althusser pour toute une vie. Et on le verra. On le verra en novembre, en 1965, pour Marx. C'est vraiment, avec sa coupure épistémologique, c'est vraiment une critique serrée de Hegel qu'il fait dans ce texte et qui continue dans les années 60 vers un texte aussi que je trouve assez remarquable. Enfin, c'est des textes sur Lénine, Marx et Hegel, Lénine et la philosophie, et Marx et Lénine devant Hegel. On y reviendra, c'est pour une autre période. Bon, tout de même deux questionnements, deux interrogations, deux petits problèmes avec son approche. Alors, premièrement, une chose que je ne comprends pas entièrement, c'est pourquoi la philosophie de la violence, de la guerre, du conflit, ne serait pas aussi une philosophie pour la classe ouvrière ou pour la révolution. En d'autres mots, pourquoi est-ce que il caractérise le retour à Hegel comme étant quelque chose que la bourgeoisie utiliserait dans son combat dans la lutte des classes et qui ne pourrait pas être entièrement repris par la classe ouvrière, par exemple, dans le combat révolutionnaire. Alors, vous savez, Foucault, dans les années 1970, qui est le Foucault que je préfère, années 71, 72, 73, 75, 76, 78, c'est pas mal aussi. Bon, mais le Foucault de cette période-là se tourne vers la guerre civile, n'est-ce pas, comme matrice des relations de pouvoir. Enfin, pour ceux qui me suivent, j'en parle depuis des années. Hein, c'est la matrice, la guerre civile comme matrice des relations de pouvoir. C'est le Foucault des années 72-73, c'est ses mots, c'est ses propres mots, c'est la société punitive, c'est théorie institution pénale, c'est ses cours au Collège de France, c'est tout un développement du conflit social, des relations de pouvoir qui sont qu'on ne peut que comprendre à travers la guerre civile. Okay? Bon. Et bien sûr, c'est tout un effort c'est un effort politique de Foucault d'engendrer un historique conflictuel pour cette période contre le capitalisme. Okay? Donc, c'est surprenant pour moi pourquoi est-ce que Hegel, qui si en fait il représente le conflit, la guerre et la violence, ne serait pas utile aussi pour les classes révolutionnaires, simplement. Pourquoi est-ce que c'est simplement l'utilisation par les philosophes français, par exemple, de la dialectique du maître et de l'esclave? Et on sait très bien... est-ce que j'ai pas ce passage? J'ai un très beau passage à la page 252 où il écrit ce n'est en particulier pas un hasard si nos modernes hegéliens ont mis au centre de leur pensée la Robinsonade hegélienne du maître et de l'esclave. Si Fessard, Riquet, Hippolyte, Kojève et compagnie font leur joie de ce mythe, ils y trouvent en effet l'idée que la condition humaine a pour fondant l'angoisse et la violence, la lutte de prestige, la lutte à mort, une nouvelle volonté de puissance qui devient tout bonnement la clé universelle de tous les problèmes humains. En cela, ils ne font que projeter dans le mythe hégélien les thèmes fascistes contemporains et penser comme condition humaine universelle la condition de leur propre classe à l'agonie. Mais rappelons que Fanon, Sartre, de Beauvoir
vont se tourner à cette dialectique du maître et de l'esclave pour motiver leur praxis révolutionnaire, n'est-ce pas? Ils s'en approprient. Alors, pourquoi simplement faire la critique et dire que c'est simplement les bourgeois qui utilisent ça comme ça et ne pas se dire, en fait, eh bien, c'est la bonne technique. Hein? Ok. Deuxième question, un peu qui m'échappe un peu, c'est cette philosophie libérale française bourgeoise. Certainement, elle devait être un voile, une illusion, un mythe. C'est tout l'illusion du marché libre, c'est tout l'illusion du libéralisme, c'est tout l'illusion du libéralisme légal, du legal liberalism, c'est tout l'illusion de la règle du droit. Bon, je ne vais pas refaire tous mes autres cours, mais je veux dire, l'illusion de the rule of law, par exemple, ça cache quelque chose. Donc, pourquoi penser que c'était la vraie philosophie bourgeoise et pas simplement un mensonge? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver, même pendant le libéralisme, quelque chose en dessous, peut-être, qui était plus véritable? Peut-être c'était une philosophie du conflit, de la violence, de la guerre. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une autre histoire de la philosophie française qui tiendrait que la philosophie libérale bourgeoise dont il parle ici aurait été une couverture pour qu'on puisse en réalité aller plus profondément pour voir quels étaient les principes théoriques qui motivaient ou qui donnaient naissance aux relations de pouvoir, en fait. C'est certainement le cas que pendant la deuxième période, la période économique libérale, disons, que la bourgeoisie devait se nourrir d'une philosophie de violence et de guerre, bien qu'il y avait cette idée qu'il y avait une main invisible qui s'occupait de tout. Okay? Et pourquoi donc pas faire cette autre histoire? Bon, deux petites questions qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait utiliser pour pousser le propos dans d'autres directions peut-être, pour faire une différente, enfin voilà, une belle proposition pour un mémoire ou pour une thèse, une autre histoire de la philosophie française. Bon, mais finalement, voilà, donc on pourrait poser cette question. Ce qu'il faut aussi ajouter, en fin de compte, pour bien comprendre ce texte, c'est le contexte de la guerre froide. Et là, il faut reconnaître, et Jean-Baptiste Vuillereau le fait très bien dans son livre que je vous ai recommandé et qui fait aussi ce trajet à travers le tome 1 d'Althusser, des écrits d'Althusser, et c'est vraiment un texte vraiment excellent. Vuillereau nous montre bien que cet article est publié en pleine guerre froide, à un moment où le Parti communiste soviétique commence à vouloir éliminer les références à Hegel, et particulièrement au jeune Marx hegelien. Alors, et on dirait qu'il s'était déjà pris à Lukács. Lukács, qui avait écrit un livre en
48, je crois, la date 48 ou 49, je crois, qui s'appelait le jeune Hegel. Un jeune Hegel où il essayait de retrouver le jeune Hegel, en fait, un jeune Hegel économiste précoce, un Hegel qui faisait très attention au travail, au rôle du travail, donc un jeune Hegel économiste qui aurait déjà pensé une dialectique à travers le travail. Okay? Donc Lukács, lui, il avait essayé de récupérer le jeune Hegel et il s'était fait un peu déjà couper au genou. Il y avait un article dans les journaux de François Fetjot en octobre 1949, un article dans les journaux intitulé Hegel-Lukács en disgrâce, et qui était une critique de tout cet effort, qui était un peu plus la ligne doctrinaire soviétique qui commençait à s'entendre et qui se prenait déjà à Lukács. Et c'est intéressant ce qu'il a découvert, Villeroy. Alors, Lukács est venu à Paris pour donner une conférence en 1949. Althusser fait une petite recension, un compte-rendu de la conférence de Lukács en 1949. Il met le compte-rendu dans une petite pochette, et dans la même pochette, il met l'article Lukács en disgrâce. Hein. Donc c'est clair qu'il comprend très bien les enjeux politiques qui sont en train de se jouer. Villeroy parle d'une ombre portée du spectre de Moscou. J'irai plus loin, c'est vraiment une menace qui se présentait à cette époque-là pour quelqu'un comme Althusser qui lui-même sortait de tout un travail sur le Marx jeune et son rôle dans le marxisme. Et je crois que cette menace pourrait aussi expliquer, en bonne partie, le revirement radical d'Althusser. Alors Jean-Baptiste écrit la coupure est ici, et c'est intéressant, d'un ordre qui n'appartient pas au seul domaine du savoir et de la philosophie. Elle est en réalité à l'époque de nature idéologique, au sens où ce sont les enjeux politiques de la guerre froide qui amènent le jeune Althusser à radicaliser ses vues et à mener la bataille sur le front intellectuel. Althusser ne rompt pas avec Hegel parce qu'il aurait trouvé chez Marx ce qu'il cherchait auparavant dans la philosophie hegelienne, mais pour des raisons politiques qui, paradoxalement, font qu'Althusser se trouve désormais désemparé théoriquement, privé de tout fondement philosophique pour le marxisme. Et c'est donc ce vide qu'on ressent maintenant, puisque, ayant éliminé Hegel, qui était source de la philosophie marxiste, maintenant il y a presque un marxisme sans fondement. Donc, en pleine guerre froide. Alors, quelques conclusions sur cette lecture du retour de Hegel. Alors on voit bien qu'on est allé d'un extrême à l'autre dans une période de 3 ans, d'une méthode entièrement différente à une autre méthode entièrement différente en ce qui concerne comment faire la critique possible de Hegel dans un contexte marxiste. On se retrouve ici clairement, je vous avais proposé 5 modèles de faire la critique. Je crois qu'on se trouve ici clairement dans la 5e approche de faire une critique externe de la pensée hegelienne comme une critique idéologique pour s'en débarrasser entièrement, à la fois la forme et le contenu,
et de le remplacer donc par un marxisme pur. Sachez que ce texte se fait attaquer il se fait attaquer aussi par des marxistes, ce qui est intéressant, en particulier Henri Lefebvre demande pourquoi est-ce que Althusser n'a pas parlé de Lénine là-dedans, par exemple. Lénine qui s'était retourné à Hegel, comme je l'avais dit au début, en 1914, 1915, et qui trouve quelque chose d'utile chez Hegel. Pourquoi? Alors, et Lefebvre lui-même avait traduit les cahiers sur la dialectique de Hegel en français avec Norbert Gutermann chez Gallimard en 1938. Donc déjà 12 ans avant, c'était un peu Lefebvre qui avait réintroduit cette interprétation léniniste de Hegel. Lefebvre écrit « Pourquoi n'avoir pas rappelé que Lénine retourna à Hegel en automne 1914, dans un moment particulièrement difficile, qu'il relut la logique de Hegel avant d'écrire contre le courant, et prit des notes contenues sous le nom de cahiers sur la dialectique de Hegel. Pourquoi n'avoir pas cité ce livre et s'être borné au texte archi-connu, essentiel d'ailleurs, de la préface du Capital? Pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas revenu à Hegel, à Lénine? Il y viendra, mais seulement il viendra, mais on le verra vraiment sur Lénine en 1968, dans un autre texte merveilleux. Alors, qu'est-ce qui est tellement important dans ces textes? Alors, je pense que c'est la manière dont il pense la philosophie et les idées, et la manière dont on ne peut pas séparer la philosophie de la politique. Il nous montre que nos choix d'auteur, nos décisions de qui étudier, de qui citer, ne sont pas anodins. C'est toujours un choix politique. Souvent, on pense qu'on est simplement attiré à des penseurs comme Foucault ou Deleuze ou Kant ou Arendt ou Hegel, par exemple. On pense que c'est des philosophes qui nous parlent. Peut-être vous êtes attiré à Agamben ou Judith Butler, je sais pas, ou Carl Schmitt. Ça vous parle? On en écrit des maîtrises. Mais ce qu'il essaie de nous montrer, Althusser, ce qu'il essaie de nous dévoiler, c'est que on fait partie, en fait, dans ses discours, dans ses choix, d'une lutte politique beaucoup plus conséquente et d'une lutte politique globale qui se fait souvent à travers l'hégémonie de certains penseurs qu'ensuite on adopte simplement parce qu'ils sont hégémoniques, qui sont au courant, qu'il y a des vagues de popularité, s'il y a des vagues de désenchantement aussi, il y a autour des courants de philosophie, de penseurs, mais qu'en fait, peut-être on n'est pas simplement foucaldien ou quelque chose, on devrait se penser en fait dans un combat qui utilise des drapeaux différents, des philosophes différents, et que même au sein d'un champ de recherche, d'un champ sur un auteur, par exemple peut-être sur Hegel ou sur Foucault, il y a un combat politique aussi qui se fait. Donc chez Foucault, par exemple, tous les faire de le présenter comme un néolibéral, par exemple, parce qu'il a écrit sur le néolibéralisme, ou toute la résistance contre cette idée qu'il aurait pu être néolibéral, idée ridicule. Ça a une dimension politique, n'est-ce pas? C'est pas simplement de la recherche, c'est pas simplement de la science, c'est pas simplement du positivisme, c'est de la politique,
de parler des pratiques de soi, de l'éthique de Foucault pour déplacer, enfin on peut en parler de manière différente, mais si c'est pour déplacer sa politique, sa théorie du pouvoir, il y a un jeu politique qui se fait là-dedans. C'est pas anodin. Et c'est ça, ce texte, et c'est pourquoi ce texte est tellement merveilleux, pour nous montrer vraiment la manière dont le discours philosophique, en fait, sert d'instrument, peut être asservi à des luttes politiques. Toutes les philosophies, tous les philosophes, c'est pas simplement une question de la rationalité de l'argument, de la logique, des questions si l'argument est persuasif. C'est pas une question. C'est pas une question de. Il faut lire Fichte il faut lire Dilthey pour comprendre Hegel, il faut lire Fichte pour comprendre Kant ou quelque chose comme ça, et qu'il y a des questions de rationalité. En fait, le choix de qui on lit est politique. On l'entend bien dans ce texte, quand il parle de Bergson, de la phénoménologie, du pragmatisme, de Dilthey. Au cœur de leurs réflexions, de leurs idées, ils étaient réactionnaires. Ils faisaient partie d'un mouvement impérialiste. Quel mouvement fait partie? De quel mouvement fait partie ce philosophe dont on parle? Et d'une certaine manière, c'était pour ça que je voulais commencer avec ce texte. Donc on commence avec ce texte. En contraste, bien sûr, avec celui de 47, mais ce texte de 1950, pour essayer de vraiment mettre la lumière sur cette idée que, d'une part, nous ne faisons pas simplement un retour à Hegel. Il faut faire attention quand on parle de Hegel. Nous ne sommes pas ici pour élever la pensée de Hegel, mais plutôt pour donc nous mettre en garde dans tous nos travaux des enjeux qui se jouent dans tout choix de sujet, de recherche et d'auteur. Bien. Les envers de Hegel, il les a refusés en 47 en se disant que ce n'est pas une inversion mais plutôt une circularité. Il s'est pris, lui, dans la circularité. En 50, ce retour à Hegel, cette critique, c'est pour se distancier entièrement même de la circularité possible et se lancer dans une autre direction qui serait donc de trouver le fondement, la philosophie, la logique, l'argument qui pourrait servir à une pensée de gauche. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et donc on se retrouvera, je crois, à l'Umatech le 4 novembre et on se penchera sur un passage à travers Kojève pour comprendre un peu Kojève, la dialectique maîtresse-esclave, un peu Hippolyte, et puis ensuite pour se relancer après dans la fin de l'histoire althusarienne. Ok ? Merci à vous. Merci. Excusez-moi encore pour mon retard.